Premièrement, M. Christopher McCabe, qui est chef de la direction et directeur général de l'Institute of Health Economics. Il a suivi sa formation au Royaume-Uni pendant 20 ans avant d'émigrer au Canada. Au cours de cette période, il a occupé des postes de professeur à temps plein à l'Université de Sheffield, de Warwick et de Leeds. Au Canada, il a été professeur en économie de la santé et il est Alberta pour diriger 2 groupes de recherche de Génome Canada. Il a fait partie du groupe de travail en économie de la santé de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé et il a publié la 4e édition des lignes directrices de l'évaluation économique des technologies de la santé au Canada. Et merci à la Fondation Gardner de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Je me demandais comment est-ce que nous allons aller de l'avant pour mettre cela en œuvre. Alors, je vais parler de l'équité et de la viabilité dans l'accès canadien aux innovations en matière de thérapie génique. Alors, un peu de contexte. Il faut comprendre les défis auxquels nous faisons face. Nous allons discuter ce que ça signifie l'équité en matière d'accès. C'est quelque chose qui est émotionnel. Mais lorsqu'on commence à déballer le tout, on voit que ce n'est pas si simple que cela. Et enfin, on va parler de la façon dont on peut peut-être équilibrer l'équité, l'innovation et la durabilité. Je vais présenter certains des travaux que nous élaborons en matière économique dans l'industrie et avec nos partenaires. Un peu de contexte. Je sais que vous connaissez mieux ces diapos que moi, cette information que moi. Mais le nombre de thérapies géniques a grandement augmenté et continuera de le faire au cours des 2 ou 3 prochaines années. C'est une question dont nous discutons il y a longtemps, mais maintenant, c'est vraiment devenu une question véritable parce qu'il faut prendre de véritables décisions au cours des 12 prochains mois sur la façon dont nous allons appuyer ou non l'adoption des thérapies géniques ici au Canada. Pour augmenter le défi davantage, on entre dans le marché en période de COVID où, sur le plan économique, on a vu des pertes sans précédent d'activité économique, une réduction du PIB, et cela s'est traduit par une réduction substantielle en revenus gouvernementaux. Alors, l'argent pour payer pour ces choses, en même temps, afin de pouvoir aborder les défis posés par la COVID, les gouvernements adoptent ce que les gens voient comme étant des mesures sans précédent, des dettes sans précédent. Pour vous donner une idée de la différence en matière d'emprunt, lors de la crise financière de 2008, le gouvernement avait mis de côté environ 39 milliards de dollars. Pour la COVID, le gouvernement fédéral a déjà mis de côté 325 milliards de dollars. Alors, vraiment, c'est d'une ampleur tout autre. Nous n'avons pas vu ce genre de dépenses gouvernementales à grande échelle autre qu'en temps de guerre. Alors, chanceux parce que les taux d'intérêt sont également très faibles. Comme vous pouvez voir, comme le démontre la ligne noire à l'écran, on peut voir que la dette fédérale va augmenter considérablement pendant que les charges de dette publique vont être réduites. Les gouvernements provinciaux s'endettent également. Ce sont des niveaux de dette qu'on ne voit pas depuis les années 90 ou même auparavant. Et elles ne sont soutenables qu'à cause des taux d'intérêt très bas.
Les gouvernements provinciaux s'endettent également. Ces niveaux de dette, on ne les a pas vus depuis les années 1990 ou même plus tôt. Ce n'est pas soutenable à cause des taux d'intérêt qui sont bas. On essaie de garder ces emprunts à des taux d'intérêt très bas, mais ils vont examiner très attentivement les appels de dépenses publiques supplémentaires qui ne peuvent pas vraiment démontrer qu'ils peuvent alimenter le développement économique et la récupération économique. À mesure que nous progressons, le monde change. Nous passons d'un secteur d'énergie alimenté par l'huile et le pétrole à un avenir sans carbone ou à carbone très faible, et ça va poser problème pour le Canada. C'est un défi très important ici en Alberta. Alors, nos gouvernements vont faire face à des défis en matière de santé, de soins de santé, et cela s'ajoute à ce qui est déjà fait en matière de ce qui est déjà fait. Maintenant, de l'équité en matière d'accès. Comme je l'ai mentionné, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Par instinct, on appuie l'idée d'équité dans l'accès, mais je veux l'étoffer davantage pour aider les gens à mieux comprendre que c'est vraiment un défi de s'entendre sur la définition et d'établir la façon de l'atteindre. Alors, l'équité en matière d'accès. On peut donner une définition très simple. C'est la capacité égale d'accéder à des thérapies hygiéniques approuvées par Santé Canada dans les cliniques. Alors, c'est une définition assez directe, mais elle n'est pas fonctionnelle. Est-ce que c'est sans égard à la capacité de payer? Est-ce que c'est indiqué cliniquement pour tout le monde ou est-ce qu'il va y avoir des degrés de copaiement? Est-ce que ça va être couvert par des régimes d'assurance privée ou est-ce que ça va être couvert par les deniers publics? Est-ce que ça va être sans égard à l'ampleur des avantages prévus? Est-ce que toute chose qui est autorisée par Santé Canada devrait pouvoir être accédée? Ce n'est pas le cas pour la plupart des médicaments. En fait, l'autorisation n'est pas la seule condition qui permet d'accéder à un médicament. L'accès dépend de l'ampleur des avantages et de son lien avec les coûts. Alors, si on argue que les gens devraient être protégés à condition qu'il y ait suffisamment d'évidence qu'il y a un effet comparativement au placebo et que cela devrait être financé, c'est très difficile de justifier cette position parce que en fait, ça crée des inéquités parce qu'on dit que les gens qui ont des maladies qui sont traitées par thérapie génique devraient avoir un traitement préférentiel et par rapport aux deniers publics comparativement aux gens qui ne sont pas traités par thérapie génique. Alors, il faut vraiment réfléchir à l'ampleur des avantages lorsqu'on décide qui peut avoir accès à quelle thérapie génique. Ensuite, est-ce que c'est sans égard à l'endroit de résidence au Canada? Ici au Canada, le gouvernement fédéral veut vraiment se diriger vers un programme de soins pharmaceutiques national. Il y a des différences d'accès aux médicaments d'une province à l'autre, reflète la grandeur de la population, les budgets financiers provinciaux.
même si l'on tient compte des transferts fédéraux. Nous n'avons pas d'équité en matière d'accès. Alors, les thérapies sont accessibles selon l'emplacement géographique. De plus, les thérapies géniques, et nous allons en parler plus tard, ont besoin de capital physique et humain spécialisé. Et ce n'est pas toujours possible que ces gens ou ces ressources soient accessibles partout au Canada ou dans les villes. Il n'y aura pas suffisamment de demandes pour que ça soit viable sur le plan financier. Alors, lorsqu'on parle de la géographie et de l'équité d'accès, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est sans égard au degré de besoin clinique? Il y a des preuves assez fortes que nous sommes prêts à payer davantage pour des traitements qui abordent diverses maladies. Et en fait, la plupart des thérapies géniques essaient d'aborder des maladies assez graves. Mais certaines maladies posent un fardeau d'ampleur différente. Comme on l'a mentionné tantôt, la maladie de Gauche, c'est vraiment l'affiche pour l'hétérogénéité. Il pourrait y avoir 2 jumeaux identiques, dont l'un est symptomatique et dans son adolescence et l'autre n'est pas symptomatique jusqu'à sa cinquantaine. Alors, il y a différents niveaux de maladie clinique. Alors, les 2 jumeaux ont la même maladie clinique. D'accès. On définit les gens comme ayant des besoins égaux, mais à quel égard? C'est une question importante. Cela alimente le volume d'utilisation. Et ensuite, l'éléphant dans la salle, est-ce que c'est sans égard au coût de la thérapie génique? Certaines thérapies géniques coûtent dans les centaines de milliers de dollars. Et puis, il y en a qui se trouvent entre 150 et 200 000 dollars par patient. Est-ce qu'on dit que la différence de coût est importante? C'est un défi. Alors, est-ce que nous voulons des temps d'attente équivalents? Cela se rapporte c'est quelque chose qui n'est pas faisable, franchement. Mais comment est-ce que nous... qu'est-ce qui est raisonnable pour faire en sorte que quelqu'un dans un territoire du Nord-Ouest peut accéder à une thérapie génique plus ou moins de la même façon et avec la même fiabilité et les mêmes échéanciers, par exemple, que quelqu'un qui demeure à Edmonton, en Alberta? Qu'est-ce qui est une équivalence approximative raisonnable? Et enfin, est-ce qu'il va y avoir un fardeau équivalent sur l'économie des ménages? Coupure de son. Vous savez, il y a le développement social et émotionnel des enfants qui pourrait être impacté, l'intégrer à notre prise de décision. C'est une considération importante. Nous savons qu'il s'agit d'une question importante, mais nous ne savons pas comment l'intégrer à notre évaluation de la valeur et du rôle de l'équité dans l'accès. Et quelque chose qu'on voit souvent dans les maladies rares, c'est que les défenseurs comparent ce qui est disponible au Canada à ce qui est disponible dans d'autres pays. Alors, c'est une comparaison internationale. Alors, on dit que si c'est disponible ailleurs, ça devrait être disponible ici. Mais d'autres pays ont différents budgets. Coupure de son.
différentes exigences imposées à leur système de soins de santé. L'accès à la thérapie génique au Canada, est-ce qu'on dit qu'elle doit être aussi bonne qu'ailleurs? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour y arriver? Je n'ai pas de réponse, mais je sais qu'il s'agit là d'une question. Est-ce que un accès équivalent ou est-ce qu'on veut que les Canadiens puissent accéder à ce qui est disponible dans d'autres pays? C'est quelque chose qui pose des défis financiers si c'est ce qu'on veut faire. Alors, qui décide des restrictions et comment allons-nous les mettre en œuvre? Parce que, soyons clairs, nous n'allons pas pouvoir ignorer ces questions ni dire que nous n'allons pas payer ou que nous allons payer ce que l'on peut. Parce que certaines de ces options ne sont pas viables. Pourquoi? Je vous ai montré, je vais vous montrer cette carte. Ici, les dépenses par capita provinciales. C'est environ 6 500 $ par personne. Alors, si on dépense 1 million de dollars sur une personne pour une thérapie génique, en Ontario, c'est l'équivalent d'environ 143 personnes pour le total annuel des soins de santé. Alors, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Ça va avoir un impact massif sur ce qu'on peut dépenser sur les autres personnes. Si on se rend en Nunavut, c'est 19 000 par personne, mais quand même, 1 million de dollars, c'est quand même 52 personnes, les dépenses de 52 personnes sur une année. Alors, ces thérapies, s'il y en avait une ou deux seulement, on pourrait innover mieux que moi. Nous ne pouvons continuer de dire que l'individu est plus important que l'ensemble parce que quand on regarde tout cela, on peut voir que ça va avoir un impact budgétaire substantiel. L'argument, c'est qu'une personne sur 12 va avoir une maladie rare et nous voulons développer des thérapies pour pouvoir les traiter toutes. Mais en réalité, à ces coûts, cela déplace les soins de santé de beaucoup de personnes. Ces personnes auront quand même besoin de soins de santé et les personnes qui recevront la thérapie génique, on espère qu'on pourra les guérir, mais ces personnes vont quand même continuer à avoir besoin d'accéder aux soins de santé, qu'on dépense environ 6 000 $ par personne. Alors, ce n'est pas un problème sur lequel il faut se pencher. Et ça varie d'une province à l'autre. Plus la population est élevée, toute autre chose égale, plus on est susceptible d'avoir des gens qui ont ces états de santé. Alors, plus votre économie est grande, plus vous avez des gens qui peuvent absorber ces coûts dans votre budget, mais c'est vraiment différent d'un endroit à l'autre. L'Ontario a un budget beaucoup plus élevé que l'Alberta, qui a un budget beaucoup plus élevé que les territoires du Nord-Ouest. Alors, il y a une inégalité géographique lorsqu'il s'agit de la capacité de pouvoir absorber des coûts. Alors, il y a un défi, c'est sûr. Qui décide? Honnêtement, c'est la personne qui paye la facture qui décide. Ce ne sera pas des individus et ce ne sera probablement pas des assureurs privés. Parce que les prix sont si élevés, les coûts sont si élevés,
souvent à cause du fardeau de soins pour une personne qui est atteinte d'une maladie grave. Les ménages n'ont souvent pas accès aux assureurs privés pour défrayer les coûts. Alors, ça va être le financeur, le bailleur de fonds publics qui va décider des restrictions. Et cela va se faire selon les objectifs de cette entité. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en matière de politique liée aux soins de santé? L'efficacité fera partie de la décision. Maximiser les dépenses budgétaires en soins de santé. Mais ils vont également vouloir examiner l'égalité des résultats ainsi que l'innovation parce qu'on veut voir des réussites économiques qui vont générer des revenus fiscaux. On va examiner la santé de la population et parfois, on s'intéresse à minimiser les coûts. Surtout pendant des périodes difficiles sur le plan économique, on veut minimiser les coûts. Parfois, il y a le repatriement des services. Alors, si on envoie des patients au sud, on pourrait être prêt à payer pour éviter que ces services soient offerts à l'extérieur de la province ou du pays. Toutes ces considérations vont jouer un rôle dans la décision des bailleurs de fonds. Et cette décision portera également sur la durabilité. Si on paie la technologie et quel en sera le prix? Est-ce qu'on peut s'y engager? Est-ce qu'on peut s'engager à soutenir l'équité à long terme? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie d'équilibrer ces besoins concurrents. Pour ce faire, nous avons élaboré une approche. Lorsqu'on examine le cycle de vie des technologies qui s'appelle le HTA, c'est notre mot standard. Alors, ce sont des méthodes d'évaluation standard afin d'évaluer la valeur des innovations. Mais c'est un développement qui réagit au volume en croissance des coûts des produits qui sont approuvés par les organismes de réglementation. Si les payeurs peuvent payer, c'est excellent pour les patients. Il n'y aura pas de génération de preuves. Les réactions aux problèmes des payeurs pourraient devenir un problème pour les organismes réglementaires parce qu'il n'y a pas davantage de preuves, parce que la technologie n'est pas remboursée, alors les patients n'y auront pas accès et les preuves à long terme qu'on essaie de trouver ne seront pas créées. Et c'est une situation perdante pour tout le monde si on n'arrive pas à s'en sortir. La thérapie génique est au centre de ce que font les organismes réglementaires présentement. Alors, nous nous concentrons sur l'incertitude des preuves qui s'ajoute à un grand budget, un grand impact budgétaire par personne. Alors, on dit presque toujours non parce qu'on dit, étant donné ce qu'on connaît maintenant, est-ce que ça va être efficace pour les coûts dans l'avenir? Et on sait plus ou moins, à cause de l'incertitude et du grand impact budgétaire, qu'il faut développer une nouvelle approche qui tient compte du fait que l'incertitude a une valeur. Pensons-y, c'est comme un investissement. Lorsqu'on investit, on pense au risque et cela influe sur ce qu'on veut payer ou ce qu'on est prêt à investir dans l'entreprise pour acheter cette part d'action. Alors, voilà un exemple spécifique de la valeur de l'incertitude. Quand nous faisons davantage de recherches, nous réduisons l'incertitude. Alors, nous recueillons davantage de preuves, nous réduisons l'incertitude qui a également de la valeur. Et nous utilisons cela pour établir la conception d'une stratégie de remboursement viable où la valeur de l'incertitude au début permet d'identifier un prix d'accès initial au marché. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que l'investissement par l'entreprise ne s'arrête pas, continuer jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de preuves générées
et il faut continuer à accepter des prix plus bas, ce qui reflète leur part d'incertitude et la part d'incertitude qui est conventionnellement prise en charge par les systèmes de soins de santé. Mais maintenant, on peut identifier un prix d'escompte pour un prix d'accès au marché initial. Ensuite, on peut générer des preuves authentiques qui peuvent mener à moins d'incertitude, ce qui peut maintenant mener à identifier la valeur à long terme du produit. Alors, je veux parler de l'accès au marché axé sur la recherche, ou ROMA. Alors, on parle de l'incertitude des paramètres. Quelle est l'efficacité du traitement? Par exemple, est-ce sécuritaire? Ensuite, il y a l'incertitude liée aux suppositions. Quelle est la relation entre la survie dans un essai clinique standard, on fait des suppositions par rapport à ces liens et les preuves peuvent nous aider à collecter ces données. Ensuite, l'incertitude structurelle. Souvent, nous savons l'impact du parcours de traitement clinique. Alors, nous pouvons observer, afin de réduire l'incertitude et les risques. Alors, il y a 3 étapes du ROMA. La faisabilité. Pouvons-nous faire ce genre d'études authentiques pour évaluer les risques de la technologie? Ensuite, OK, identifions la valeur de faire cette étude et concevons cette étude. Qu'est-ce que nous allons surveiller? Quelles données allons-nous recueillir sur l'utilisation du marché avant de ramener les preuves à l'organisme de réglementation et quelles sont les règles décisionnelles? Alors, nous commençons par avoir un protocole de recherche qui est bâti sur l'évaluation et la valeur de l'information. Nous misons sur les biens de données pour la collecte de données, la synthèse et la réanalyse. Nous ne voulons pas faire de collecte de données de novo. C'est pour cela que nous avons des essais cliniques. Nous développons des recherches alternatives parce que si nous voulons identifier les coûts qui réduisent l'incertitude pour que l'organisme puisse dire oui, je suis maintenant à l'aise, je suis d'accord au prix de la technologie. Et nous utilisons les preuves authentiques pour alimenter la prise de décision. Nous faisons tout cela en 3 étapes. Chaque étape a un critère de continuum. Parce que nous voulons plus, avec plus de certitude. Alors, la première étape, nous utilisons un avantage net prévu. C'est la valeur de la santé additionnelle qui est produite par la technologie lorsqu'on enlève les coûts de son introduction. Ensuite, il y a l'approche Bayesian pour mettre à jour les paramètres du modèle. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a un essai clinique mené sur la COVID et on fait des comparaisons de traitement. Alors, c'est l'utilisation des méthodes Bayesian. Il y a un modelage mathématique qui a lieu. Et ensuite, on produit différents résultats concernant la valeur de la recherche. Alors, voici des acronymes. Sont importants. Ça nous donne la valeur de certaines tailles d'échantillons pour un certain nombre de patients que nous allons utiliser pour décider combien de conditions pour que nous puissions avoir la confiance de prendre une décision. Le modèle de novo, c'est un engagement avec toutes les parties prenantes. Je ne veux pas prendre trop de temps à en parler. Et voilà. Alors, nous avons des critères de continuation. La valeur de l'information pour au moins un paramètre est supérieure au coût de la recherche, de l'étude. Ensuite, on est rendu à l'étape 2 et c'est ici où on fait la conception détaillée, où l'on cherche d'optimiser ce qu'on appelle
la valeur présente de l'échantillon, de l'information de l'échantillon. La technologie et son acceptation déterminent la rapidité de la collecte de preuves. Alors, il faut vraiment tenir suffisamment de données pour prendre une décision mise à jour. Alors, nous concevons avec ce taux de diffusion à l'esprit, c'est un peu comme, comme concevoir des essais cliniques. On modèle le nombre de patients qu'on va avoir dans l'essai clinique et c'est ce que nous faisons ici dans le monde réel avec la technologie qui nous intéresse. Et encore là, nous identifions la conception la plus efficace et nous avons un critère de continuation qui signifie qu'une conception dit que la valeur produite est plus efficace que le coût de la cueillette de données. Enfin, nous mettons en œuvre l'étude. Nous recueillons les données, on utilise la conception choisie, on a de ce qui va être collecté à un point donné dans l'avenir. La décision de financer sera revue à l'avenir et le prix sera revu également. Et cela peut comprendre le fait que la technologie a été retirée du système si elle ne montre pas sa valeur. Nous révisons les données de façon itérative afin d'appliquer des conditions d'arrêt. Et enfin, nous complétons l'analyse lorsque la condition d'arrêt a été satisfaite ou qu'on arrive à la fin de la période de contrat. C'est simple. La condition d'arrêt, c'est lorsque la valeur de l'information additionnelle est moins que son coût. Cela se produit lorsque les preuves réelles produisent des bénéfices prévus sans réduire l'incertitude. Alors, cela se passe lorsqu'on incorpore des données additionnelles. Que l'information indique que cette technologie n'a pas une bonne valeur. Et ça signifie qu'on peut arrêter l'étude et la technologie, ou on pourrait trouver le contraire, que ça fournit encore une meilleure valeur qu'on le pensait, alors on peut arrêter l'étude à ce moment-là également. Alors, sur la gauche, j'ai pris une citation d'un rapport pour la sémaglutide, le diabète de type 2. On peut voir qu'on n'avait pas de spécificité par rapport aux conditions. Alors, les limites existantes avec une approche abordée par les manufacturiers, il y avait un haut niveau d'incertitude. L'efficacité des coûts n'a pas pu être établie et cela a été associé avec des limites considérables et un manque de transparence. Enfin, il n'y a pas suffisamment d'informations pour vérifier un présentement remboursé traitement de deuxième ligne. L'approche que nous utilisons avec les preuves authentiques nous permet d'obtenir une conception très spécifique. Traditionnellement, on avait seulement 3 options avec les agences de HTA et puis la thérapie génique tombait toujours dans la catégorie non recommandée. Mais maintenant, grâce à l'aroma, c'est une 4e option qui évalue la valeur sur le marché. Cela fournit aux agences HTA un outil décisionnel supplémentaire et leur permet de réaliser un équilibre entre l'incertitude optimale du prix et le point de recommandation. Cela permet aux patients d'avoir un accès opportun aux thérapies nouvelles, de compenser les manufacturiers de développement et ensuite la période d'accès au marché une fois que l'étude est complète. Et enfin, les payeurs sont soutenus dans leur prise de décision efficace. Et voici l'équipe de projet qui fait le travail où je travaille à l'IHE. Alors, je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Chris.
Votre présentation était fascinante. Nous avons quelques questions à vous poser venant de l'auditoire. Première question, ça porte sur la discussion entre les partenariats publics et privés, alors P3. Nos évaluations sont... Est-ce que les évaluations sont menées selon des principes moyens, interventionnistes, comme en Norvège, qu'il fait avec ses fonds, la Norvège a un parcours spécifique pour toutes ces maladies. On a identifié une volonté plus élevée de payer parce que les gens profitent sans doute. Et c'est pour ça qu'on utilise les fonds souverains pour couvrir les coûts. Je n'ai pas vu de développement récent dans l'approche norvégienne, mais on traite des maladies rares à coûts élevés, y compris avec des thérapies géniques en tant que cas spéciaux dans leur processus de rapport ou ratio. Merci. Prochaine question. La thérapie génique peut être modifiée et améliorée dans un très court échéancier afin d'améliorer les coûts pour certains produits. Vous avez discuté la façon dont l'approche Roma pourrait s'appliquer dans ces situations. Coupure de son. Coupure de son. Coupure de son. Shit. Qui peut être incorporé dans d'autres analyses. Et de ce fait, on pourrait identifier une accumulation de données plus efficace, des données externes qui peuvent être incorporées au modèle afin de réévaluer. Cela prendra du temps pour avoir assez de données probantes pour prendre une décision finale. Il y a plusieurs façons d'y arriver. De façon, si le changement crée plus d'incertitude, dans ce cas-là, on aurait peut-être besoin de réévaluer, peut-être de recommencer le processus. S'il y a une incertitude au niveau des composantes, des données probantes. Donc, d'établir l'incertitude doit être incorporée à l'analyse, oui. Une question corrélée. Alors que les thérapies sont développées dans un essai, mais qui ne prouvent pas d'être efficaces au niveau des coûts. Donc, il y a des questions politiques qui vont survenir au niveau des financements publics d'une thérapie qui est actuellement disponible. C'est tout à fait l'une des questions clés que nous voulions aborder avec en place ce système. Les contrats pour introduire la technologie dans le marché est aussi le même contrat qui retire ces thérapies du marché. Donc, il y a des questions au niveau des contrats avec les patients. C'est-à-dire, comme les sociétés pharmaceutiques font des contrats avec les patients qui peuvent accéder aux thérapies en fonction des moments et des circonstances. Donc, c'est une continuation des recherches qui ont lieu avant la mise en marché, et alors qu'il y a encore des incertitudes au niveau de la valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir dans ce cas-là un contrat avec le patient afin qu'il puisse comprendre que s'ils ne remplissent pas certaines des conditions, leur accès à la thérapie va se terminer d'une façon réaliste lors de ces circonstances. Les personnes qui, en revanche, les nouveaux patients ne pourront accéder à la thérapie s'ils ne
remplissent pas les exigences définies dans le contrat. Je pense que nous avons du temps pour quelques questions supplémentaires. En voici donc une. En fonction des commentaires au niveau de l'accès, ce semble être le point focal. Et si Santé Canada se repose beaucoup au niveau des décisions, des commanditaires, au niveau de la mise en marché, des demandes, est-ce que vous voyez que ceci, est-ce que vous considérez que ceci est un problème? Et si oui, pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce que vous pourriez répéter? Est-ce que la question porte sur le rôle central du processus régulatoire en tant que condition pour accéder au financement? Est-ce que je pense que c'est problématique d'un point de vue? En fonction du financement, il y a des ressources publiques qui peuvent venir au niveau des impôts ou des assurances privées au public. L'argent dépensé sur une thérapie ne peut être dépensé sur d'autres. Donc, si nous exigeons un certain taux de confiance au niveau de la thérapie avant de dépenser les deniers publics, cela me semble logique. On ne va pas assigner les dollars des contribuables et les dépenser de façon insouciante, puisque nous valorisons cet argent. Si nous acceptons cette condition comme je le fais, le processus régulatoire de Santé Canada semble être plutôt efficace pour s'assurer de la cohérence. Donc oui, tout système, tout processus qui évalue les cas particuliers, et si Santé Canada a élaboré justement des parcours afin de limiter ces cas précis, mais que nous ayons un certain taux de données probantes au niveau de l'efficacité de la technologie. Ceci est évidemment exigé avant que nous assignions les deniers publics à cette nouvelle technologie. Je suis plutôt à l'aise avec cette approche. Ensuite, il y a une autre question rapidement. On parle du Canada qui est un pays développé. Qu'en est-il des pays émergents ou des pays en voie de développement? On a parlé un petit peu au niveau du quartier de leur fournir ceci, probablement, à notre avis. C'est intéressant car au cours des 5 dernières années, on a vu une croissance importante de l'utilisation dans les pays à revenus moyens ou faibles. Et il nous rattrape rapidement, bien qu'il n'ait pas la même infrastructure numérique que nous ayons. Il est absolument incroyable de voir comment ils font fonctionner les choses et comment ils sont créatifs au niveau de leurs ressources. Donc,